Avez-vous déjà eu l'impression que le temps effaçait ce que vous étiez? L'histoire vous a-t-elle laissé derrière, comme si rien de ce que vous faisiez n'avait d'importance? C'est ce qui est arrivé à l'Égypte. Pendant des millénaires, ce fut le centre du monde. Ils inventèrent, bâtirent, régnèrent. Mais un jour, tout s'est effondré. Invasion, trahison, oubli. Cependant, ils n'ont pas disparu. Car l'Égypte, ce n'est pas que des pyramides. C'est une résistance, c'est une mémoire. C'est un peuple qui, malgré ses 1000 chutes, s'est toujours relevé. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire complète de l'Égypte. Mais plus que cela, vous verrez que leur histoire peut aussi être la vôtre. Avant de commencer cette histoire incroyable, je voudrais vous demander quelque chose de très spécial. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et si cette histoire touche déjà votre cœur, laissez un commentaire disant « L'Égypte continue de vivre ». Ce petit geste peut paraître simple, mais avec cela, vous aiderez plus de personnes à découvrir cette vidéo. Et connectez-vous à cette histoire qui bat encore aujourd'hui. Une civilisation naît le long du Nil. Tout a commencé dans un coin du monde où la vie semblait impossible. L'Afrique du Nord, avec son soleil de plomb et son désert sans fin, n'était pas vraiment un endroit accueillant pour les humains. Mais au milieu de cette aridité, tel un miracle, un fleuve a surgi défiant le désert, le Nil. Le Nil n'était pas seulement un fleuve, c'était une bénédiction. Chaque année, comme au rythme d'une horloge sacrée, il débordait et recouvrait les terres environnantes d'une boue noire et fertile. Cette terre, appelée Kémet par les anciens Égyptiens, ce qui signifie la terre noire, était une véritable oasis au milieu du chaos. C'est là que les premiers villages commencèrent à prospérer. Au début, les colons étaient de simples agriculteurs qui apprirent à cultiver le blé, l'orge et le lin. Ils domestiquèrent les animaux, tissaient des tissus et fabriquaient de la poterie. Mais surtout, ils commencèrent à observer le ciel, à déchiffrer le cycle des rivières et à construire des outils, des canaux d'irrigation et des digues. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, ils posaient les fondations de l'une des civilisations les plus impressionnantes qui ait jamais existé. Les Égyptiens n'étaient pas seuls à cette époque du monde antique. Des cités émergeaient également en Mésopotamie, des villes commençaient à s'organiser dans la vallée de l'Indus et les premiers royaumes émergeaient en Chine. Mais l'Égypte avait quelque chose de différent. Le fleuve ne donnait pas seulement la vie, il unifiait aussi. Alors que d'autres civilisations naissaient au milieu des guerres et des murs, l'Égypte s'est développée le long d'un fil d'eau qui reliait tous ces peuples comme les perles d'un même fil. C'est ce fleuve, avec ses eaux sages et ses rythmes éternels, qui a permis l'émergence d'une culture unique, profondément spirituelle, organisée, résiliente et créative. De petites communautés sont devenues des villes. Les villes ont commencé à avoir besoin de dirigeants. Ainsi, au fil des siècles, les Égyptiens ont commencé à s'organiser en deux grandes régions. La Haute-Égypte, au sud, avec ses terres montagneuses et ses temples perchés dans les rochers, et la Basse-Égypte, au nord, avec son delta fertile et abondant. Bien qu'ils partagent la même culture, ces deux mondes vont bientôt entrer en collision. Et de cette collision naîtra quelque chose d'encore plus grand. Le premier royaume uni de l'histoire. Mais ça, bien sûr, je vous en parlerai dans le prochain chapitre. Prêt à poursuivre votre voyage? Alors, préparez-vous à découvrir comment un homme a changé le destin de tout un peuple dans le prochain sujet. L'Égypte prédynastique et l'unification. L'Égypte prédynastique et l'unification. Pendant des siècles, l'Égypte fut une terre divisée, pas constamment en guerre, mais néanmoins fragmentée. Au nord, en Basse-Égypte, où le Nil s'ouvre sur un éventail de canaux et de marécages fertiles, des villages agricoles apparurent, prospères grâce à la pêche et au commerce. Au sud, en Haute-Égypte, où le fleuve coulait plus étroit entre montagnes et déserts, vivaient des communautés plus guerrières, organisées en clans puissants et fiers. Les deux régions partageaient des traditions, des dieux et des coutumes similaires.
Mais elles étaient aussi en concurrence. Qui contrôlerait le commerce? Qui parlerait au nom du peuple égyptien? Qui détiendrait le pouvoir réel? De petits chefs locaux, appelés nomarques, tentèrent de gouverner leur territoire. Mais il fallait quelque chose de plus grand, quelque chose qui unifierait tout le monde. Puis apparut un personnage qui allait marquer le début de l'histoire écrite du pays, Narmer. Aussi connu par certains historiens sous le nom de Ménès, ce roi de Haute-Égypte décida qu'il était temps de mettre fin à la division. Fort de son intelligence, de sa puissance militaire et de sa clairvoyance, il entreprit une campagne pour conquérir et unifier la Basse-Égypte sous sa couronne. La légende raconte qu'après une grande bataille, dont le spectacle est immortalisé sur la célèbre palette de Narmer, une pierre sculptée aujourd'hui, conservée au musée du Caire, le roi Narmer accomplit l'impensable. Il unifia la Haute et la Basse-Égypte en un seul royaume, vers 3100 avec Sazium JPC. C'était la première fois dans l'histoire qu'un peuple entier, du delta du Nil aux cataractes méridionales, se reconnaissait sous un seul et même souverain, le premier pharaon. Narmer n'était pas seulement un chef militaire, c'était aussi une figure quasi divine. Les Égyptiens croyaient que le pharaon n'était pas simplement un roi humain, mais le fils du dieu Horus sur terre. Il était le pont entre les dieux et les hommes, le gardien de l'ordre sacré, ou Maat. Dès lors, la monarchie égyptienne ne fut plus seulement politique, elle devint aussi religieuse et spirituelle. Avec l'unification, l'Égypte fit un bond en avant monumental. La capitale fut établie à Memphis, à un point stratégique entre le nord et le sud. Des systèmes administratifs furent créés, des impôts organisés et des temples et monuments commencèrent à être construits. L'écriture fut instaurée, les premiers hiéroglyphes. C'était la naissance d'une nation organisée, solide et dotée d'une identité propre. Ainsi commença la période dynastique primitive, qui allait laisser place, quelques siècles plus tard, à l'âge d'or des pyramides et des pharaons éternels. Car si Narmer a construit les fondations du royaume, ses descendants seraient chargés d'élever jusqu'aux cieux les œuvres qui défieraient le temps. Et nous entrons ainsi dans le prochain grand chapitre de cette histoire. La naissance de l'Ancien Empire et l'âge des pyramides. Est-ce que ça va te manquer? 3. L'Ancien Empire et les premières pyramides. Après l'unification de la Haute et de la Basse-Égypte, le pays se stabilisa, s'organisa et connut une croissance sans précédent. Nous entrâmes dans la période dite de l'Ancien Empire, qui s'étendit de 2186 AVJC à environ 2181 AVJC, et que de nombreux historiens qualifièrent d'âge des pyramides. À cette époque, les pharaons devinrent des figures quasi célestes. Ils n'étaient pas seulement des rois, ils étaient considérés comme des dieux vivants, des incarnations du dieu Horus sur terre. Leur mission ne consistait pas simplement à régner, mais à maintenir l'ordre de l'univers, Maat, un mot sacré qui représentait l'harmonie, la justice et l'équilibre du cosmos. Et en tant que Dieu, ils devaient laisser leur empreinte sur la terre. Bien gouverner ne suffisait pas, ils devaient démontrer leur puissance éternellement. Ainsi naquirent les pyramides. Le premier à franchir ce pas fut le pharaon Djéser ou Zoser de la troisième dynastie. Son vizir et architecte en chef, un génie nommé Imhotep, eut une idée révolutionnaire. Au lieu de construire un mastaba, le tombeau traditionnel des nobles égyptiens, il érigerait une tour de mastaba superposée, chacun plus petit que le précédent. Le résultat fut la pyramide à degrés de Saqqara, la première grande structure en pierre de l'humanité. Et elle est toujours debout. Ce fut le début d'une ère de construction colossale qui atteindra son apogée sous les pharaons de la 4e dynastie. C'est alors qu'entre en scène le plus ambitieux de tous les pharaons, Khéops, Khufu. Khéops ordonna la construction de ce qui allait devenir, et est toujours, la plus grande pyramide jamais construite par l'homme, la grande pyramide de Gizeh. Avec près de 147 mètres de hauteur à l'origine, plus de 2 millions de blocs de pierre, pesant chacun plusieurs tonnes,
et une précision mathématique qui déconcerte encore les ingénieurs modernes, cette merveille du monde antique était une affirmation de puissance éternelle. À côté de la grande pyramide se trouve celle de son fils, Képhren, qui commanda également la sculpture du mystérieux sphinx de Gizeh, au corps de lion et au visage humain, et celle de son petit-fils, Mykérinos. Ces trois pyramides forment un alignement qui a donné naissance à des siècles de théories, tant astronomiques que mystiques. Mais l'Ancien Empire ne se résumait pas à la pierre. Il était aussi synonyme d'administration, d'art, de religion et d'une vie quotidienne très organisée. Le pharaon disposait d'un personnel loyal de fonctionnaires qui collectaient les impôts, organisaient l'agriculture et mobilisaient des milliers d'ouvriers pour la construction. Et contrairement aux esclaves que beaucoup imaginent, la plupart des bâtisseurs étaient des paysans égyptiens qui travaillaient de façon saisonnière, avec la garantie de nourriture, de bière et d'abri pour servir leur dieu roi. À cette époque, les hiéroglyphes, l'art de l'embaumement et les rituels funéraires connurent un profond développement, et un solide système de croyance sur la vie après la mort s'établit. Pour les Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais le début d'une autre vie. Et les pyramides n'étaient pas que des tombeaux, elles étaient des portes vers l'au-delà, des escaliers menant au paradis. Cependant, comme dans tout empire, la stabilité ne dura pas éternellement. Après des siècles de splendeur, le pouvoir des pharaons commença à faiblir. Les provinces, appelées nomes, devinrent plus indépendantes. Les gouverneurs aspiraient à davantage d'autonomie. Le centre ne contrôlait plus tout, et ainsi, peu à peu, l'ordre s'effondra. Et c'est là que notre histoire prend une tournure sombre. L'Égypte unifiée entre dans une ère sombre, marquée par le chaos, la division et les luttes de pouvoir. Mais cela, chers spectateurs, c'est l'histoire du chapitre suivant. La première crise, la première période intermédiaire. 4. La première crise, la première période intermédiaire. Pendant près de 5 siècles, l'Égypte connut une époque de gloire. Les pyramides dominaient l'horizon, le pharaon était une figure intouchable et le Nil continuait de donner la vie. Mais, comme dans toute grande histoire, l'équilibre commença à vaciller. Les causes étaient multiples et elles s'accumulèrent comme des grains de sable qui peu à peu formèrent une tempête. L'économie commença à faiblir. Les récoltes n'étaient plus aussi abondantes. On soupçonne que les changements climatiques ont influencé les crues du Nil, cœur du système agricole égyptien. Sans eau, il n'y avait plus de nourriture. Et sans nourriture, la population souffrait. Au même moment, les gouverneurs locaux, les nomarques, commencèrent à accumuler du pouvoir. En théorie, ils représentaient le pharaon dans leurs régions respectives. Mais en pratique, ils commencèrent à se comporter comme de petits rois. Ils possédaient leurs propres terres, armées et temples. Ils n'obéissaient plus comme avant. Et le pharaon, enfermé dans son palais, privé de la force et de la richesse de ses prédécesseurs, incapable de contrôler ce qu'il avait autrefois dominé avec aisance. L'Égypte se fragmenta ainsi. Pas violemment d'abord, mais silencieusement, telle une fissure qui se propage inaperçue à travers un mur. L'unité du pays fut brisée et commença ce que les historiens appellent la première période intermédiaire, qui dura environ de 2181 à 2055 AVE. JJC. C'était une époque confuse, presque sans documentation, où différentes cités, comme Héracléopolis au nord et Thèbes au sud, se disputèrent le pouvoir. Les tombeaux devinrent plus modestes. Les temples ne furent plus construits avec la splendeur d'autrefois. Et la figure du pharaon perdit son aura sacrée. Le peuple ne le considérait plus comme un dieu, mais comme un homme, comme les autres. C'était une époque d'insécurité. L'administration s'effondrait, les pillages se multipliaient, les guerres régionales se multipliaient, et pour la première fois depuis des siècles, l'Égypte semblait avoir perdu son âme. Mais c'est là que l'histoire égyptienne révèle sa grandeur. Car, bien que tombée dans l'oubli, elle n'a pas capitulé. Dans la ville méridionale de Thèbes, une nouvelle famille de dirigeants a émergé avec un objectif clair, réunifier l'Égypte. L'un d'eux, Mentuhotep II,
a lutté pendant des années contre ses rivaux du Nord jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à ce que beaucoup considéraient comme impossible, restaurer l'unité du pays. Avec lui, une nouvelle ère commença, un temps de reconstruction, d'espoir, de renaissance. Et nous entrons ainsi dans le prochain chapitre de cette histoire ancienne, le Moyen Empire, lorsque l'Égypte releva la tête et rêva à nouveau de grandeur. On continue, et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous passionne, n'est-ce pas? Alors faites une petite pause et vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Je vous invite également à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime l'histoire, ou que vous devez vous rappeler que les civilisations, comme les gens, ils peuvent tomber, mais ils peuvent aussi se relever. Avec ce petit geste, vous aiderez davantage de personnes à trouver cette vidéo et garder vivante la mémoire de l'Égypte. 5. La résurgence, l'Empire du Milieu. Après près d'un siècle de confusion et de désunion, alors que beaucoup pensaient que la splendeur de l'Égypte n'était qu'un souvenir, une nouvelle lumière commença à émerger du sud, de la ville de Thèbes en Haute-Égypte. Là, une famille de dirigeants ambitieux et visionnaires prit l'initiative. Le plus éminent d'entre eux était Mentuhotep II, un pharaon déterminé à réunifier le pays. Sa tâche ne fut pas aisée. Il devait affronter les dirigeants du Nord, consolider le pouvoir politique et surtout restaurer la confiance du peuple envers le pharaon. Lorsqu'il réussit enfin, l'Égypte fut à nouveau unie. Ainsi commença le Moyen Empire, une période qui dura environ de 2055 à 1650 AVJC, et que de nombreux historiens considèrent comme l'âge d'or de la pensée égyptienne. Mais qu'est-ce qui a rendu cette étape si spéciale? Contrairement à l'Ancien Empire, qui se concentrait sur de grands monuments pour l'éternité, le Moyen Empire fut une ère de profonde reconstruction. Les pharaons ne recherchaient pas l'immortalité dans des pyramides géantes, mais plutôt dans la stabilité de leur gouvernement, la sécurité de leurs frontières, l'épanouissement des arts et des lettres et le bien-être de leur peuple. Les projets agricoles reprirent. Canaux, digues et ouvrages hydrauliques rendirent la fertilité aux terres du Nil. Les défenses du pays furent renforcées, notamment à ses frontières méridionales, où des forteresses furent construites en Nubie pour protéger les mines d'or. L'Égypte devint plus militarisée, mais aussi plus ordonnée. L'administration se professionnalisa. Des textes apparurent, illustrant le déroulement des procès, la collecte des impôts et l'organisation des provinces. Et plus fascinant encore, des œuvres littéraires, telles que Le paysan éloquent, l'histoire de Sinoué et des réflexions philosophiques sur la vie et la mort furent également écrites. Les Égyptiens ne se contentaient pas de construire des temples, ils méditaient aussi profondément. Durant cette période, la figure du pharaon demeura sacrée, mais plus proche du peuple. Les temples s'agrandirent, les tombeaux furent décorés de scènes de la vie quotidienne, et une sensibilité artistique plus humaine et plus réaliste se manifesta. L'Égypte devint moins monumentale, mais plus sophistiquée, plus spirituelle et plus équilibrée. Le Moyen Empire fut également une période d'expansion vers le sud, vers la Nubie, qui possédait non seulement de l'or, mais aussi des routes commerciales stratégiques. L'Égypte s'enrichit ainsi tout en se protégeant. Mais, comme nous le savons, aucune gloire ne dure éternellement. À mesure que les pharaons du Moyen Empire vieillissaient, de nouveaux dangers apparurent. Cette fois-ci, non pas du sud, mais du nord. Des peuples étrangers, inconnus, dotés de nouvelles armes et de nouvelles techniques, commenceraient à s'infiltrer dans le delta du Nil. Qui étaient-ils? Comment sont-ils arrivés? Et pourquoi défieraient-ils une civilisation qui semblait avoir tout reconstruit? La réponse se trouve dans notre prochain chapitre, lorsque l'ordre est une fois de plus perturbé par un mot qui marquerait une nouvelle crise. Les Hyksos. 6. L'invasion des Hyksos. L'Égypte, qui pendant des siècles avait été un monde fermé, avec ses propres règles, ses propres dieux et sa propre vision de l'univers,
s'est soudainement retrouvée confrontée à quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas, l'arrivée de peuples étrangers avec des armes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Il s'agissait des Hyksos, un groupe d'origine asiatique, probablement originaire de la région de Canaan, actuelle Palestine. Leur nom, qui signifie en égyptien « chef des terres étrangères », suscitait déjà la méfiance. Mais leur impact fut bien plus que symbolique. Ils introduisirent un nouveau type de guerre en Égypte. Les Hyksos ne sont pas arrivés en paix. Ils ont apporté avec eux une révolution. Le cheval et le char à roues, une technologie militaire jusque-là inconnue dans la vallée du Nil. Ils ont également utilisé de nouveaux types d'arcs composites, plus puissants et plus précis que ceux des Égyptiens. Leur avancée fut aussi rapide que dévastatrice. Profitant de la faiblesse interne du Moyen Empire, qui commençait à se fragmenter à nouveau, les Hyksos s'installèrent dans le delta du Nil et prirent rapidement le contrôle du nord de l'Égypte. Ils fondèrent leur capitale à Avarie, en Basse-Égypte, et fondèrent une nouvelle dynastie connue aujourd'hui sous le nom de 15e dynastie vers 1650 avec JCC. Mais le plus choquant ne fut pas seulement l'invasion. C'était que les Hyksos adoptèrent de nombreuses coutumes égyptiennes. Ils régnèrent comme des pharaons, utilisèrent des hiéroglyphes, vénérèrent des dieux égyptiens et construisirent même des temples. Mais pour les Égyptiens du Sud, c'était une hérésie, une insulte. Comment ces étrangers pouvaient-ils oser porter la couronne du pharaon? Pendant ce temps, au sud, la cité de Thèbes, fidèle à son rôle historique, refusait d'accepter cette domination étrangère. Une résistance lente mais déterminée s'y développait. Une série de princes thébains se lancèrent dans la lutte pour libérer le pays de la domination étrangère. Le conflit dura des décennies. L'un de ces héros était Sekenenra-Taha, mort au combat, selon les vestiges archéologiques, avec de graves blessures au crâne, contre les Hyksos. Son fils Kamose lui succéda, qui poursuivit les campagnes militaires. Mais le grand libérateur fut son petit-fils, un jeune homme courageux, déterminé et féroce nommé Ahmose Ier. Grâce à une combinaison de forces militaires, de stratégie et de ténacité, Ahmosis finit par expulser les Hyksos d'Égypte vers 1550 AV-Shosho, J.C. Ce ne fut pas seulement une victoire politique ou territoriale, c'était une victoire spirituelle. Le pays retrouva son âme, son identité et sa souveraineté. Mais le plus intéressant est que, loin d'oublier ce qu'ils avaient appris, les Égyptiens adoptèrent nombre des innovations apportées par leurs ennemis. Ils incorporèrent chevaux, chars, nouveaux styles de guerre et en tirèrent une leçon fondamentale. S'ils voulaient survivre, ils ne pouvaient plus vivre isolés du monde. Et avec cette nouvelle mentalité, avec une armée renouvelée, avec un État plus fort que jamais, l'Égypte ne s'est pas seulement reconstruite, elle a lancé une conquête. Ainsi naquit le Nouvel Empire, la période la plus puissante et la plus vaste de toute l'histoire égyptienne. Êtes-vous prêt à rencontrer le véritable empire égyptien? Rendez-vous dans le prochain chapitre, le Nouvel Empire, l'Empire égyptien. 7. Le Nouvel Empire, l'Empire égyptien. L'expulsion des Hyksos ne fut pas seulement une victoire militaire, c'était une renaissance. L'Égypte était non seulement à nouveau libre, mais elle comprenait que l'isolement du passé n'était plus d'aucune utilité. Si elle voulait survivre, elle devait se renforcer, protéger ses frontières et regarder au-delà du Nil. C'est ainsi que naquit le Nouvel Empire, qui s'étendit d'environ 1550 à 1077 AV-Bio. J.C. et marqua l'apogée de la puissance, de la richesse et de l'expansion de l'Égypte antique. C'était l'époque des pharaons les plus célèbres, des grandes guerres, des temples gigantesques et des alliances diplomatiques les plus sophistiquées du monde antique. La première grande figure de cette époque fut le pharaon Ahmose Ier, celui-là même qui vainquit les Hyksos. Sous son règne, l'Égypte connut une réorganisation sans précédent. L'armée fut modernisée, les forteresses renforcées, et le pouvoir central fut consolidé depuis Thèbes, qui devint le nouveau cœur spirituel de l'Empire. Mais l'histoire
ne s'arrête pas là. Viennent ensuite des pharaons comme Amenhotep Ier, Thoutmôsis Ier et Thoutmôsis III, qui transforment l'Égypte en une puissance internationale. Leurs armées franchissent les frontières de Canaan, de Syrie et de Nubie, étendant l'empire de l'Euphrate au nord jusqu'à la 4e cataracte du Nil au sud. Jamais auparavant et depuis, l'Égypte n'avait eu autant de territoires sous son contrôle. Thoutmôsis III, en particulier, était un véritable stratège militaire. Il mena au moins 17 campagnes militaires et est considéré par beaucoup comme le Napoléon de l'Égypte antique. Non seulement il conquit, mais il savait aussi négocier. Il apporta avec lui des tribus, des technologies et des cultures d'autres peuples, faisant de l'Égypte un centre multiculturel et commercial. Et la guerre n'était pas la seule préoccupation. L'art et l'architecture connurent également un essor extraordinaire au Nouvel Empire. Les imposants temples de Karnak et de Luxor, dédiés au dieu Amon, furent construits, leurs colonnes gigantesques émerveillant encore le monde moderne. Les tombeaux de la vallée des rois furent décorés de fresques détaillées représentant l'au-delà. Les rituels religieux, les fêtes sacrées et les célébrations nationales se multiplièrent. Le pharaon n'était plus seulement un dieu sur terre, il était désormais aussi un commandant militaire, un diplomate, un grand prêtre et le symbole de toute une civilisation. Et c'est ici qu'apparaît une autre nouveauté du Nouvel Empire, la diplomatie. L'Égypte commença à nouer des relations avec d'autres grands royaumes, tels que le Mitanni, Babylone et l'Empire hittite. Ils envoyaient des lettres, des cadeaux et des princesses en mariage. Le monde antique devenait plus complexe et l'Égypte en était le centre. Cependant, au milieu de toute cette gloire, des conflits semaient. Bien que l'Empire semblait invincible, des tensions internes commençaient à émerger. Des tensions entre tradition et changement, entre pouvoir religieux et pouvoir royal. Et tout cela allait bientôt exploser. Non pas avec des guerres extérieures, mais avec un pharaon qui osait défier les dieux mêmes de l'Égypte. Mais cette histoire, je vous la raconterai dans le prochain chapitre, lorsqu'apparaîtra un pharaon qui allait changer la religion, la capitale et l'histoire. Akhenaton, le pharaon hérétique. 8. Hatshepsut et le pouvoir d'une femme pharaon. Dans une civilisation qui vénérait l'ordre et la continuité, où chaque chose avait sa place, le pharaon, les dieux, les prêtres, les scribes, les paysans, une femme siégeait rarement sur le trône. Mais une femme a transgressé toutes les règles et changé le cours de l'histoire égyptienne. Hatshepsut. Son histoire commence après la mort de son mari et demi-frère, Thoutmôsis II. L'héritier légitime était un très jeune garçon, Thoutmôsis III, qui n'était pas encore assez âgé ni expérimenté pour régner. Hatshepsut, sa belle-mère et tante, assuma le rôle de régente, une sorte de souveraine temporaire jusqu'à ce que le jeune homme grandisse. Mais un événement extraordinaire se produisit. Elle ne se contenta pas d'être régente, elle se proclama pharaon, et non pas en tant que reine consort, ni en tant que régente officielle. Non, en tant que pharaon doté de plein pouvoir, portant même des vêtements masculins, avec une fausse barbe, un sceptre, une couronne et tout le protocole réservé au roi mâle. Dans les temples, il ordonna qu'elle soit représentée comme un homme, afin que son pouvoir soit incontestable. C'était une initiative audacieuse, sans précédent, et qui fonctionna. Le règne d'Hatshepsut, qui dura plus de 20 ans, environ entre 1479 et 1458 avait ceci passé, fut une période de paix, de prospérité et de splendeur artistique. Elle ne fut pas une pharaone de guerre, mais plutôt de construction, de diplomatie et d'expansion commerciale. Sous son règne, l'Égypte se tourna vers la mer et ses routes commerciales. L'un des exploits les plus mémorables de son règne fut son expédition au pays de Punt, une terre mystérieuse et lointaine, probablement en Somalie ou en Érythrée actuelle, d'où elle rapporta de l'or, de l'ébène, de l'encens, des peaux exotiques et des animaux inconnus. Des scènes de cette expédition furent gravées sur les murs de son temple funéraire et reflètent la fierté d'une reine qui reliait l'Égypte au monde. Et en parlant de temple,
Hatshepsut n'était pas une fabuleuse en matière d'architecture. Elle commanda l'un des monuments les plus beaux et les plus harmonieux d'Égypte, le temple de Deir el-Bahari, un sanctuaire creusé à flanc de montagne, avec ses terrasses symétriques, ses colonnes majestueuses et ses reliefs illustrant sa vie, ses exploits et son lien divin avec le dieu Amon. Cependant, après sa mort, un événement étrange se produisit, sa mémoire fut effacée. Nombre de ses statues furent détruites et ses noms furent effacés des registres officiels. Les historiens pensent qu'il s'agissait d'une campagne menée par Thoutmôsis III, devenu adulte et pharaon, pour restaurer l'image masculine du trône et éliminer l'anomalie d'une femme souveraine. Mais l'histoire est sage. Et aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard, le nom d'Hatshepsut a non seulement été ressuscité, mais elle est aussi considérée comme l'une des dirigeantes les plus intelligentes, visionnaires et prospères de l'Égypte antique. Cependant, la paix ne durerait pas éternellement. Très vite, l'Égypte allait sombrer dans une tempête. Non pas de guerres ou d'invasions, mais d'idées révolutionnaires. Car un pharaon allait arriver qui allait rompre avec tout ce qui était établi jusqu'aux dieux eux-mêmes. Et je vous raconterai cette histoire dans le prochain chapitre, lorsqu'apparaîtra un nom qui divise encore aujourd'hui les historiens, Akhenaton, le pharaon hérétique. Si cette histoire vous émeut autant que je la raconte, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic. C'est une façon de dire que l'histoire compte, qu'elle ne doit pas être oubliée. Avec ce simple geste, vous aiderez davantage de personnes à découvrir ce contenu. Et laissez-vous emporter par la magie de l'histoire égyptienne. 9. Akhenaton et le pharaon hérétique. Pendant des millénaires, les Égyptiens étaient fidèles à un système religieux complexe, avec des dizaines de dieux. Amon, Ré, Osiris, Isis, Horus, Anubis. Chacun avait son temple, son clergé et ses rituels. Le dieu Amon, en particulier, était devenu le plus puissant, avec d'immenses temples comme celui de Karnak, et une caste sacerdotale qui, pour beaucoup, était déjà aussi puissante que le pharaon lui-même. Et puis, au milieu de cette ancienne tradition, naît un pharaon qui brise tout, Amenhotep IV, qui changera plus tard son nom en Akhenaton. Dès le début, Akhenaton démontra qu'il ne serait pas un pharaon comme les autres. Il avait une vision radicale et singulière. Il croyait qu'il y avait trop de dieux, trop de corruption parmi les prêtres et que le culte manquait de cohérence. Sa réponse fut radicale. Il abolit le culte de tous les dieux traditionnels, ferma les temples, confisqua les biens du clergé et proclama qu'il n'y avait qu'un seul vrai dieu. Aton, le disque solaire. Ainsi naquit la première tentative de monothéisme connue dans l'histoire. Akhenaton ne se contenta pas de prêcher une nouvelle religion. Il transforma aussi l'art, l'architecture, la politique et même la capitale de l'Empire. Il fonda une nouvelle cité au milieu du désert qu'il appela Akhetaton, aujourd'hui Amarna, où il construisit des temples ouverts au soleil, sans toit car le dieu Aton ne devait pas être enfermé. L'art a également connu des changements radicaux. Les représentations d'Akhenaton étaient très différentes de la majesté idéalisée des pharaons précédents. Il était représenté avec un visage allongé, des lèvres épaisses, des hanches larges et un ventre proéminent, aux côtés de son épouse Néfertiti et de ses filles, dans des scènes intimes, familiales et pleines de tendresse. C'était une image presque humaine qui a déconcerté son époque et continue de dérouter les archéologues aujourd'hui. Mais cette révolution fut mal accueillie. Nombre d'Égyptiens virent avec crainte et colère leur dieu oublié, leur temple profané et leur identité remise en question. Le clergé d'Amon, en particulier, considérait Akhenaton comme une menace directe. Sous son règne, l'Égypte se replia sur elle-même, négligeant les relations extérieures, les guerres et les alliances. Les frontières commencèrent à s'affaiblir, les ennemis gagnèrent du terrain, et le peuple, las, commença à douter du nouvel ordre. Après la mort d'Akhenaton, sa révolution s'effondra rapidement.
Son successeur, un jeune homme d'à peine 8 ou 9 ans, fut contraint de restaurer le culte traditionnel, de rendre le pouvoir aux prêtres et d'effacer la mémoire d'Aton. Ce jeune homme s'appelait Toutankhaton, mais son nom allait lui aussi changer. Et avec ce nouveau nom, Toutankhamon, il deviendrait le pharaon le plus célèbre de tous les temps. Mais cette histoire, je vous la raconterai dans le prochain chapitre. 10. Toutankhamon, le jeune pharaon. Au milieu du chaos religieux provoqué par Akhenaton, un jeune homme de 8 ou 9 ans monta sur le trône. Son nom d'origine était Toutankhaton, image vivante d'Aton, le dieu unique promu par son prédécesseur. Mais ce nom allait bientôt changer pour marquer un retour à la tradition égyptienne. Le jeune pharaon fut rebaptisé Toutankhamon, image vivante d'Amon, l'ancien dieu principal de Thèbes. Ce changement n'était pas seulement symbolique, il constituait une déclaration politique et religieuse claire. Sous la tutelle de puissants conseillers, tels que le vizir Haï et le général Horemheb, les temples antiques furent restaurés, le pouvoir restitué aux prêtres d'Amon, la capitale d'Akhenaton, Akhétaton, fut fermée et la cour retourna à Thèbes. L'Égypte retournait à ses racines. Toutankhamon régna près de 10 ans, une période courte mais cruciale. Malgré son jeune âge, son rôle fut mis à profit par les adultes qui l'entouraient pour reconstruire le pays et panser les plaies de la révolution atoniste. Son règne fut une sorte de transition sacrée, où tout reprit lentement sa place. Cependant, la vie de Toutankhamon fut courte et probablement difficile. Des études modernes sur sa momie ont révélé qu'il souffrait de plusieurs maladies génétiques, probablement dues à des mariages mixtes au sein de la famille royale. Il avait une jambe déformée, marchait difficilement et mourut probablement à l'âge de 18 ou 19 ans, dans des circonstances encore controversées aujourd'hui. Maladie, accident, conspiration, les théories abondent. Et bien que sa mort ait été soudaine, sa renommée s'est accrue des milliers d'années plus tard, car en 1922, après des années de recherche dans la vallée des rois, l'archéologue britannique Howard Carter a découvert l'entrée d'un tombeau presque intact, le tombeau KV62, celui de Toutankhamon. Ce qu'ils y ont découvert était inédit. Plus de 5000 objets funéraires, dont des lits dorés, des statues, des chars, des coffres, des trônes, des éventails de plumes, des instruments de musique. Et tout au fond, le sarcophage du pharaon, contenant son célèbre masque funéraire en or massif, incrusté de pierres précieuses et un visage serein qui continue de captiver le monde à ce jour. Cette découverte fut un véritable séisme culturel. L'Égypte se retrouva à nouveau au centre de l'attention mondiale. Et bien que Toutankhamon ne fut ni un grand conquérant ni un grand réformateur, son tombeau devint un symbole éternel de la splendeur égyptienne. Grâce à lui, des générations entières sont tombées amoureuses de l'histoire de l'Égypte antique. Car ces richesses n'étaient pas seulement matérielles, elles étaient aussi spirituelles, artistiques et culturelles. Mais la splendeur ne s'arrêtait pas là. Après ce jeune roi, vint un pharaon dont on se souviendrait comme le plus puissant et le plus longévif de tous, guerrier, bâtisseur et symbole ultime du nouvel empire. Dans le prochain chapitre, vous rencontrerez ce géant de l'histoire, Ramsès II, le grand guerrier. 11. Ramsès II, le grand guerrier. Lorsqu'on pense au pharaon idéal, puissant, sage, immortel, de nombreux historiens s'accordent sur un nom. Ramsès II, aussi connu sous le nom de Ramsès le Grand. Son règne fut long, intense, ambitieux et absolument inoubliable. Ramsès II monta sur le trône vers 1279 avec JBC et régna 67 ans, une période exceptionnellement longue pour son époque. Dès son plus jeune âge, il fut préparé à devenir roi. Son père, Séti Ier, le forma non seulement à l'administration de l'État, mais aussi à l'art de la guerre, et Ramsès ne le décevait pas. Au début de son règne, Ramsès II mena des campagnes militaires au nord et au sud, notamment contre les ennemis traditionnels de l'Égypte, les Hittites en Canaan et en Syrie, et les tribus nubiennes au sud du Nil. Son plus grand exploit,
Et aussi l'une des batailles les plus célèbres du monde antique fut la bataille de Kadesh contre le puissant empire hittite. La victoire de Kadesh ne fut pas franche. En fait, beaucoup pensent qu'elle s'est soldée par un match nul. Mais Ramsès, expert en propagande comme peu d'autres, fit graver une version héroïque des événements sur chaque temple d'Égypte. Le représentant combattant seul, courageusement, guidé par le dieu Amon, vainquant des milliers d'ennemis à main nue. Ce récit épique se répète sur les bas-reliefs, les statues, les murs. Ramsès n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné l'histoire. Et il n'était pas seulement un guerrier. Ramsès II était aussi un grand bâtisseur. Sa passion pour laisser son empreinte est palpable partout en Égypte. Il agrandit le temple de Karnak, embellit Luxor, bâtit la ville de Pi-Ramsès, sa capitale dans le delta, et, plus impressionnant encore, les temples d'Abou Simbel, creusés dans la roche à l'extrême sud du pays. À Abou Simbel, 4 statues colossales, chacune haute de plus de 20 mètres, le représentent assis, imposant, tel un dieu sur terre. À l'intérieur, des scènes de bataille, des offrandes et des processions immortalisent son règne. Ce temple n'était pas seulement un acte de foi ou d'art, c'était une déclaration politique, visible pour ceux qui entraient en Égypte depuis la Nubie. Il envoyait un message clair, Ramsès règne ici. Il fit également ériger un tombeau monumental pour son épouse favorite, Néfertari, dans la vallée des Reines. Ce tombeau, décoré de magnifiques images, est considéré comme l'un des plus raffinés de toute l'histoire égyptienne. Ramsès eut de nombreuses épouses et plus de 100 enfants, mais Néfertari était son véritable amour, comme en témoigne son tombeau. Ramsès II n'a pas seulement vécu longtemps, il a vécu intensément. Durant son long règne, il a signé le premier traité de paix écrit connu de l'histoire, avec les Hittites. C'était un accord gravé dans la pierre, proclamant l'amitié entre les deux peuples. Preuve que Ramsès savait aussi négocier. Il mourut à plus de 90 ans, un âge exceptionnel pour l'époque, et fut enterré dans la vallée des rois. Sa momie fut découverte au XIXe siècle. Et après l'avoir vue, les chercheurs remarquèrent que ses traits reflétaient encore la majesté. Grand, robuste, avec des cheveux roux. Après lui, aucun pharaon n'atteignit une telle grandeur. Sa figure devint légendaire. Pour beaucoup, Ramsès II est le pharaon de l'Exode biblique, même si cela reste sujet à débat. Ce qui est incontestable, c'est son influence. Il fut le dernier grand pharaon du Nouvel Empire, et son règne marqua la fin de l'âge d'or de l'Égypte. Mais, comme nous l'avons déjà vu dans cette histoire, chaque empire connaît sa fin. Après Ramsès, l'Égypte entrera lentement dans une période de déclin, marquée par des divisions internes, la corruption et de nouvelles invasions. Et ce sera notre prochain chapitre. La chute lente, invasion et déclin. 12. La lente chute, invasion et déclin. Le nouvel empire, sous des pharaons comme Ramsès II, avait atteint des niveaux de puissance, de richesse et d'expansion sans précédent. Mais derrière l'éclat des temples et des monuments, des fissures silencieuses commençaient à s'ouvrir qui allaient finalement se transformer en gouffres. Après la mort de Ramsès II, ses successeurs, notamment ceux des 19e et 20e dynasties, manquèrent de son charisme et de son habileté à gouverner. Nombre d'entre eux portèrent également le nom de Ramsès, mais manquèrent de l'esprit de grandeur qui le caractérisait. On y vit des pharaons faibles, des règnes courts, des intrigues de cour, et surtout le pouvoir croissant des prêtres d'Amon, qui, depuis Thèbes, commencèrent à contrôler plus que leur juste part. L'État commença à se diviser. Au nord, les pharaons tentèrent de maintenir le pouvoir politique, mais au sud, les prêtres régnaient comme des rois. C'était comme si l'Égypte avait deux têtes opposées. Et comme pour toute division interne, les ennemis le remarquèrent. Les pressions extérieures commencèrent. Les peuples de la Méditerranée orientale, connus sous le nom de peuples de la mer, attaquèrent les côtes. Les Libyens franchirent la frontière occidentale. Au sud, les Nubiens défièrent une fois de plus l'autorité égyptienne. En Canaan et en Syrie, l'Égypte perdait ses anciennes colonies. L'empire se rétrécissait et la couronne ne pouvait plus le soutenir.
Les pillages s'intensifièrent, les tombes royales furent pillées. Même la momie de Ramsès II dut être déplacée pour être mise en sécurité. La population souffrit de la faim et les impôts ne cessèrent d'augmenter. L'ordre fut perdu, tout comme le Maat, ce principe d'équilibre qui avait fondé le monde égyptien pendant des siècles. Dans ce climat de méfiance et de fragmentation, le pouvoir central s'effondra complètement. Débuta la troisième période intermédiaire, environ 1069-664, avec J.C., marquée par des royaumes locaux, des guerres civiles et une alternance de dirigeants faibles et de dirigeants ambitieux. Mais l'Égypte n'était pas encore morte. Elle était juste blessée. Et tel un corps affaibli, elle serait bientôt attaquée par de nouvelles puissances étrangères. D'abord vinrent les Libyens qui s'intégrèrent tellement à la vie politique égyptienne que certains régnèrent même comme pharaons. Puis c'est les Nubiens de Couche venus du sud conquirent toute l'Égypte et établirent la 21e dynastie, régnant fièrement et rétablissant un certain ordre. Mais pas pour longtemps. Car venu de l'Est, de l'autre côté du désert, un nouvel ennemi approchait. Le puissant empire assyrien avec son implacable machine de guerre. Les Assyriens envahirent l'Égypte, pillèrent Thèbes et rasèrent temples et villes. L'Égypte, terre des dieux, devenait le butin de guerre. Ce qui était autrefois un empire qui dictait les règles du monde antique était désormais un territoire fragmenté et affaibli, convoité pour ses richesses et son héritage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car même si les pharaons avaient perdu leur pouvoir, l'Égypte restait un symbole, un trésor culturel, un lieu que d'autres puissances voulaient contrôler. Nous entrons ainsi dans une nouvelle étape de notre histoire. L'Égypte, épuisée et vulnérable, tombe sous domination étrangère. Perses, Grecs, Romains, tous ont laissé leur empreinte sur cette terre antique. Je vous en parlerai dans le prochain chapitre, l'Égypte sous la domination perse, grecque et romaine. Si cette histoire touche votre âme, faites quelque chose de puissant. Partagez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et très important, activez la cloche de notification pour que vous ne manquiez aucun des prochains chapitres. À chaque clic, à chaque action, vous aidez davantage de personnes à connaître cette histoire. Une histoire qui mérite d'être rappelée et partagée avec le monde. 13. L'Égypte sous la domination perse, grecque et romaine. Après des siècles de grandeur et d'instabilité, l'Égypte devint une terre désirable, stratégique et riche, mais politiquement faible. Sa situation géographique, au carrefour de l'Afrique, de l'Asie et de la Méditerranée, la rendit convoitée par les grands empires émergents. Ainsi, la nation qui régnait autrefois sur le monde connu commença à être gouvernée par d'autres. Les premiers à prendre le contrôle furent les Perses, sous le règne de Cambyse II, fils de Cyrus le Grand. En 525 avait ce J.C., après la bataille de Péluse, l'Égypte fut conquise et transformée en satrapie de l'Empire perse. Cambyse vainquit non seulement le pharaon Psamétique III, mais se proclama également pharaon. Bien que les Perses respectassent certains rituels égyptiens, leur domination était perçue comme étrangère et oppressive. Pendant plus d'un siècle, la domination perse fut intermittente, alternant avec de brèves périodes d'indépendance égyptienne. Mais la puissance de l'Égypte antique ne suffisait plus à résister à l'avancée des géants du monde. Et puis, venu d'Occident, surgit un personnage qui allait tout changer, Alexandre le Grand. En 332 avec J passé, le jeune roi macédonien traversa l'Égypte sans résistance. Le peuple, las de la domination perse, accueillit Alexandre en libérateur. Il rendit visite à l'oracle d'Amon à l'oasis de Siwa, où il fut déclaré fils du dieu. Pour les Égyptiens, cela signifiait une chose. Alexandre était légitimement un pharaon. Mais Alexandre mourut jeune, ne laissant aucun héritier capable de maintenir son vaste empire. Ses généraux se partagèrent les territoires conquis, et l'Égypte tomba aux mains de l'un d'eux, Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie ptolémaïque. Ce fut une période unique dans l'histoire de l'Égypte, gouvernée par des Grecs qui parlaient grec,
vénérait les dieux grecs, mais adoptait aussi de nombreuses coutumes égyptiennes, était enterré comme des pharaons et vivait en harmonie avec la religion traditionnelle. Ce fut une époque de fusion culturelle, de grandes réalisations, mais aussi de tensions. Sous les Ptolémées, l'Égypte devint un centre intellectuel sans égal, grâce à la fondation de la ville d'Alexandrie, avec sa célèbre bibliothèque, la plus grande du monde antique, et son phare, l'une des 7 merveilles du monde. Alexandrie était un lieu où Grecs, Égyptiens, Juifs et d'autres cultures vivaient et parfois s'affrontaient dans un véritable bouillon de cultures. Mais au fil du temps, même cette dynastie commença à s'affaiblir. Conflits internes, luttes pour le trône et intrigues politiques minèrent le pouvoir des Ptolémées. Puis, venu d'Occident, un nouvel empire émergea, dominant désormais presque tout, Rome. L'Égypte tomba finalement aux mains des Romains en 30 à 29. Jubassé, après la célèbre défaite de Cléopâtre VII et de Marc-Antoine face à Octave, futur empereur Auguste. Cléopâtre, dernière grande reine d'Égypte, fut la dernière des Ptolémées et, avec sa mort, mit fin à plus de 3000 ans d'histoire pharaonique. L'Égypte devint une province de l'Empire romain, gouvernée depuis Rome, administrée par des préfets et se transforma en grenier à blé de la Méditerranée grâce à son abondante production agricole. Bien que la culture égyptienne ait survécu pendant des siècles, le cœur de l'Égypte ne battait plus librement. Le pays qui avait créé pyramides, tombeaux, temples, art et savoir appartenait désormais à d'autres. Mais même sous domination étrangère, l'âme de l'Égypte antique ne disparut pas. Elle survivait dans ses pierres, ses dieux, ses légendes. Et dans le prochain chapitre de cette histoire, vous rencontrerez la femme qui a essayé de changer ce destin, Cléopâtre, la dernière reine, la dernière étincelle de résistance d'une civilisation immortelle. 14. Cléopâtre, la dernière reine. Cléopâtre VII. Philopator n'était pas une reine ordinaire. Elle était la dernière d'une dynastie étrangère, les Ptolémées, mais aussi la dernière souveraine d'une Égypte indépendante. Elle a régné avec intelligence, audace et charme durant l'une des périodes les plus dangereuses et les plus turbulentes de l'histoire du pays. Née en 69 av. Cléopâtre parlait non seulement le grec comme tous les membres de sa lignée, mais elle fut aussi la première de sa dynastie à apprendre l'égyptien. Elle aimait profondément la culture du pays qu'elle dirigeait et se présentait comme une réincarnation vivante de la déesse Isis. Son lien avec le peuple égyptien était réel et puissant. Mais le trône ne fut pas facile à conserver. À la mort de son père, Cléopâtre dut partager le pouvoir avec son frère cadet Ptolémée XIII, avec qui elle se retrouva prise dans une guerre civile. Dans ce contexte, alors que l'Égypte était divisée et fragile, apparut un personnage clé pour son destin, Jules César, général et consul romain. L'histoire de leur rencontre est presque légendaire. Selon les récits, Cléopâtre fut amenée devant César, enveloppée dans un tapis, en guise de surprise diplomatique. Cette présentation audacieuse révélait qu'elle était une femme courageuse et unique. César fut impressionné par son intelligence, son charisme et sa beauté. Grâce à son soutien militaire, Cléopâtre regagna le trône. De cette alliance naquit un fils, Césarion, que Cléopâtre proclama héritier légitime de l'Égypte et de Rome. Mais après l'assassinat de Jules César en 44 av. Le paysage politique changea radicalement. Cléopâtre trouva alors un nouvel allié en Marc-Antoine, un autre grand général romain. Ensemble, ils formèrent non seulement un partenariat politique, mais aussi une histoire d'amour qui allait traverser les siècles. Ils formèrent des alliances militaires, partagèrent le pouvoir, et Cléopâtre eut 3 enfants avec lui. Leur union fut forte, mais aussi dangereuse. À Rome, Octave, le futur empereur Auguste, neveu de César et rival de Marc-Antoine, désapprouvait la puissance qu'ils accumulaient en Égypte. Ainsi débuta le conflit final, la guerre entre Rome et Alexandrie. La bataille culmina en 31 av.
lors de la célèbre bataille d'Actium, un engagement naval au cours duquel les forces d'Octave vainquirent la flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Vaincues, elles s'enfuient en Égypte. À Alexandrie, tout se termina tragiquement. Marc-Antoine, croyant Cléopâtre morte, se suicida. Et celle-ci, voyant qu'il n'y avait aucune issue, préféra également mourir, plutôt que d'être humiliée par Rome. Selon la version la plus célèbre, Cléopâtre se serait laissée mordre par un cobra, l'aspic, symbole de la royauté égyptienne. D'autres pensent qu'elle aurait utilisé du poison. En réalité, elle est morte fièrement, en reine, en déesse, en égyptienne. Avec sa mort, l'Égypte cessa d'être un royaume indépendant et devint officiellement une province de l'Empire romain. Ce fut la fin d'une époque, plus de 3000 ans d'histoire pharaonique, de dieux et de pyramides, de temples et de dynasties furent laissés derrière eux. Cléopâtre n'était pas seulement la dernière reine, elle représentait la dernière tentative de l'Égypte pour contrôler son destin. Sa figure est restée gravée dans la mémoire de l'humanité comme un symbole de résilience, de puissance féminine et d'amour tragique. Mais même si sa vie a pris fin, l'histoire de l'Égypte ne s'est pas arrêtée là. Dans le dernier chapitre de ce voyage, nous verrons comment, malgré tant de conquêtes, d'invasions et d'effondrements, l'Égypte a continué d'exister, se transformant en une nation moderne qui honore son passé et regarde vers l'avenir. Rendez-vous dans le prochain et dernier chapitre du pays des pharaons à la nation moderne. Ou 15. Du pays des pharaons à la nation moderne. Après la mort de Cléopâtre en 30 avec ce J.C., l'Égypte fut absorbée par le vaste empire romain. Elle devint une province impériale, administrée directement par Rome, et l'un de ses territoires les plus précieux, notamment pour sa production agricole, le grenier de l'Empire. Pendant des siècles, Alexandrie resta une cité rayonnante. Son phare continua de guider les navigateurs méditerranéens et sa bibliothèque, bien que progressivement détruite, fut un temps le centre du savoir humain. Philosophes, mathématiciens et scientifiques s'y retrouvèrent. Le monde continua de se tourner vers l'Égypte, mais non plus comme une puissance, mais comme une mémoire vivante. Avec l'arrivée du christianisme, les temples furent abandonnés, les dieux antiques ne furent plus vénérés et l'Égypte devint l'un des premiers centres chrétiens du monde. Le copte égyptien naquit, langue encore utilisée aujourd'hui par l'Église copte. Cependant, au fil du temps, le christianisme connut également des divisions internes et des persécutions sous divers empereurs. Puis au 7e siècle, un nouveau chapitre s'ouvrit, la conquête arabe. En 641, les musulmans, menés par Amr ibn al-As, prirent l'Égypte au nom du calife Omar. Ainsi débuta l'ère islamique. La ville de Fousta, première capitale islamique d'Égypte, fut fondée près de l'actuel Caire. Pendant des siècles, l'Égypte passa entre différentes mains, Omeyyades, Abbassides, Fatimides, Mamelouks, Ottomans. Chacun laissa son empreinte sur l'architecture, la langue et les coutumes. Mosquées majestueuses, écoles coraniques, marchés et palais furent construits. L'islam devint la religion dominante et l'arabe remplaça le copte comme langue principale. Au XIXe siècle, sous le règne de Méhémet Ali, l'Égypte entame un processus de modernisation. Des usines, des canaux et des chemins de fer furent construits. L'éducation fut promue et des tentatives furent faites pour recouvrer son autonomie. Mais l'indépendance ne fut pas si facile. Les intérêts européens commencèrent à s'emparer du pays, notamment après la construction du canal de Suez en 1869. Un projet monumental reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge. Le canal était vital pour le commerce mondial. Et c'est pourquoi le Royaume-Uni finit par occuper l'Égypte en 1882. L'Égypte devint de fait un protectorat britannique, tout en conservant un gouvernement nominal. Cette occupation dura des décennies, générant tensions, résistance et désir d'indépendance. Finalement, au XXe siècle, le peuple égyptien s'est fait entendre. En 1952, une révolution menée par de jeunes officiers, dont Gamal Abdel Nasser, a mis fin à la monarchie et a établi la République d'Égypte.
Le canal de Suez a été nationalisé, les pressions étrangères ont résisté et l'Égypte est devenue un symbole de fierté arabe. Depuis lors, l'Égypte a connu des transformations politiques, des conflits, des périodes difficiles, mais aussi des progrès, une reconstruction et un renouveau. Aujourd'hui, avec sa capitale au Caire et une population de plus de 100 millions d'habitants, l'Égypte demeure une nation clé du monde arabe et africain. Mais surtout, il reste le gardien d'un héritage incomparable. Car peu importe le temps qui passe, quand on se promène sur les rives du Nil, quand on voit les pyramides, les temples de Karnak, le Sphinx ou le masque de Toutankhamon, on ne peut s'empêcher de sentir que les dieux sont toujours là, que l'histoire continue. L'Égypte n'est plus l'empire qu'elle était autrefois. Mais elle est sans aucun doute l'une des civilisations les plus fascinantes, les plus influentes et les plus intemporelles que l'humanité ait jamais connues. L'Égypte est tombée, elle a été conquise, oubliée, ensevelie pendant des siècles, mais il n'a jamais abandonné. Parce qu'il y a quelque chose que ni le temps ni les empires ne peuvent détruire, l'identité d'un peuple qui sait qui il est. Et peut-être que vous avez ressenti cela aussi, qu'ils t'ont démoli, que tu as perdu qui tu étais. Mais écoutez bien, votre histoire n'est pas terminée. Si l'Égypte pouvait se relever de ses ruines et briller à nouveau, toi aussi tu peux. Parce que connaître l'histoire de l'Égypte, c'est se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour renaître. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin, je veux savoir quelque chose de très important. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Quel pan de l'histoire égyptienne vous a le plus marqué? Écrivez votre opinion ci-dessous dans les commentaires. Ce petit acte ne nous relie pas seulement, mais cela aide plus de gens à trouver cette vidéo. Donnez-lui un j'aime et encouragez-vous à vous abonner à la chaîne. Votre voix fait aussi partie de cette histoire. Je lis